Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV et je reçois aujourd'hui Morgane Skwarnek. Bonjour. Bonjour Magali. Bienvenue, merci beaucoup Morgane Skwarnek d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes directrice générale adjointe de REI Habitat. Tout à fait. Promoteur immobilier spécialisé dans la construction en bois, la construction durable. On va en parler évidemment, mais d'abord racontez-nous un petit peu votre parcours. La durabilité, l'écologie, c'était quelque chose que vous vouliez intégrer dans votre parcours professionnel ou pas ? Alors ça s'est imposé à moi petit à petit. Je me destinais pas forcément à faire une carrière dans l'immobilier puisque j'ai fait une école de commerce et je crois que j'aurais pas suivi un parcours plus généraliste. J'aurais été tentée par des études d'architecture. Ouais. D'accord. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. La fabrique de la ville, c'est un sujet qui m'intéresse, avec des enjeux très complexes. Aujourd'hui, 80% de la population française vit en milieu urbain. Il y a beaucoup de problématiques et l'architecture, c'est assez fascinant comme c'est la capacité finalement à concilier le beau, le fonctionnel, l'usage et puis une certaine pérennité. Et aujourd'hui, on dit même plus durabilité. Absolument. Donc pourtant, en sortant d'HEC, finalement, j'ai intégré la foncière d'immobilier commercial Unibail-Rodamco, devenue Unibail-Rodamco Westfield, donc sur des centres de shopping de destination. Et puis j'y suis restée, je me suis dit pourquoi pas, et j'y suis restée 10 ans. Ça vous a passionné finalement? Ça m'a finalement passionnée. J'ai eu l'occasion aussi de faire les trois grands métiers du groupe, à savoir du développement. Donc voilà, depuis le dépôt des premières autorisations administratives, quand il n'y a encore qu'un terrain, jusqu'à la livraison de grands espaces commerciaux. Après, j'ai changé de casquette et j'étais sur le périmètre France, je suis passée sur un périmètre européen, sur la partie gestion d'actifs, donc sur des actifs existants, où j'accompagnais 13 équipes dans les différents pays d'Europe sur la rénovation, l'extension, l'amélioration de leurs actifs, parce que le sous-jacent immobilier, c'est aussi un produit financier, bien sûr. Et puis j'ai terminé ce cycle chez Unibail en étant responsable grand compte, comme H&M, Adidas, ou des petites marques qui se développaient beaucoup à l'international et qu'on accompagnait dans leur développement. Donc je pense par exemple à Cusmiti, que j'ai accompagné dans l'ouverture de nouvelles boutiques et de nouveaux pays. Et là, vous êtes quand même spécialisé depuis plus de 15 ans dans le développement immobilier et dans la transformation des espaces commerciaux en France et en Europe, vous l'avez dit. C'est un énorme enjeu. C'est un enjeu la transformation, sociétal, donc tout à fait. écologique. Ça devient un énorme enjeu. J'ai glissé progressivement vers d'autres typologies d'actifs. Donc j'ai progressivement basculé côté promotion immobilière. Donc d'abord chez Novaxia, qui est spécialiste du recyclage urbain, sur du résidentiel, du logement étudiant, du logement à la découpe, dont on manque cruellement, du résidentiel également vendu à des institutionnels pour de la location, et puis des bureaux, des hôtels, etc. Même des laboratoires pour les startups notamment qui travaillent dans ce qu'on appelle le life science. Alors expliquez-nous, c'est quoi ? Donc c'est des bureaux et des laboratoires, des lab science, voilà, qui permettent d'accueillir des startups qui travaillent notamment dans les medtech, les biotech. Et je m'occupais notamment chez Novaxia d'un très beau projet qui est donc toute la rénovation de l'Hôtel-Dieu. D'accord, sur l'île de la Cité. Très intéressant. Alors vous avez des beaux projets, vous allez nous en parler aussi avec REI Habitat. Oui, tout à fait. REI Habitat, la spécificité, c'est que c'est une construction en bois. Exactement. Voilà. Donc il y avait déjà ce sens de recyclage urbain, de zéro artificialisation nette, de faire avec le déjà là. Et puis dans mon parcours, je me suis tournée vers REI Habitat parce que c'était aussi comment construire du neuf, et pas que la réhabilitation, mais mieux et de manière plus vertueuse. Et effectivement, c'est un promoteur écologique spécialisé en construction bois, en structure bois depuis sa création en 2009. Donc c'est une entreprise qui a aujourd'hui 15 ans. Ouais. Un petit peu de recul aussi sur... qui a tout à fait de l'expérience, parce qu'on s'improvise pas.
Compliqué hein, de partir. C'est plus compliqué, c'est plus compliqué, c'est plus précis. Voilà, il faut convaincre d'ailleurs de la solidité, de la durabilité, de la perméabilité en matière d'isolation, etc. Donc comment est-ce que vous avez convaincu vos clients sur la pertinence de construire en bois? Alors déjà, on construisait en bois bien avant. Oui, bien sûr. Bien avant. C'était bien plus le cas depuis charpente longtemps. de bois. Donc c'est un matériau en construction qui est très connu, qui est d'ailleurs utilisé de manière beaucoup plus démocratique. Non, mais c'est vrai. Non, mais dans les pays anglo-saxons, par exemple, aux États-Unis ou dans les pays nordiques, absolument. On construit énormément en structure bois. L'avantage, c'est que ça vient décarboner un secteur qui est pour le coup très consommateur, enfin et producteur émetteur de CO2, de gaz à effet de serre. Et donc un mètre cube de bois d'œuvre, on stocke 1 tonne de CO2. Et en plus, ça vient remplacer, on substitue à des matériaux qui sont beaucoup plus carbonés. Donc, il y a une sorte de double effet qui se coule, qui est très intéressant du point de vue environnemental. Par ailleurs, REI est labellisé Bois de France, donc c'est-à-dire qu'on se fournit avec des essences françaises, issues de forêts gérées durablement, et donc c'est aussi l'accompagnement dans le développement de toute une filière pour construire demain de manière plus durable et avec plus d'impact. Donc on prend des essences qui sont en France, en accord vous travaillez avec l'Office national des forêts, j'imagine, pour comment savoir quel bois il faut, pour quelle région, peut-être, j'en sais rien, enfin, comment ça marche? Alors effectivement, donc le bois d'œuvre, habituellement, c'est plutôt du résineux, donc c'est-à-dire du sapin, du pin, de l'épicéa, du Douglas. Mais il faut savoir ça brûle pas? Alors, si, le bois, ça brûle. Oui. Le bois, ça brûle, mais à la fin, ça finit par s'éteindre. Déjà, il y a une autocombustion et ça finit par s'arrêter. Et puis, les caractéristiques du bois sont parfaitement connues, maîtrisées. Donc, en fait, il s'agit de calculer les bonnes structures et les bonnes sections de poteaux. Nous, on construit en poteau-poutre bois pour permettre à la fois la tenue de l'immeuble et sa résistance au feu. Exactement conforme à la sécurité, à la sécurité incendie. Alors justement, vous le disiez, créé en 2009, vous étiez précurseur finalement en matière effectivement, son fondateur Paul Jarquin était particulièrement précurseur. Il avait une véritable vision sur le sujet. Et aujourd'hui, on est effectivement pionnier. On reste pionnier. Et en 2020, AXA, qui a été convaincu par la démarche, donc il y a un des plus grands institutionnels français, a rejoint Paul au capital de l'entreprise REI Habitat. D'accord. Est-ce qu'on peut construire des immeubles en bois, plusieurs étages, etc. Exact. Oui, on ne construit pas. C'est pas limité en fait. C'est pas limité. On vient de livrer en octobre dernier un immeuble de 50 mètres qui est à Paris, sur les bords de Seine, qui est absolument sublime. Oui, 50 mètres de hauteur sur 15 étages, plus un rooftop accessible de 132 logements, qui est en structure poteau-poutre bois. Et je vous parlais tout à l'heure de ces résineux, donc ce bois qu'on utilise, mais il faut savoir que la forêt française, elle est aux 3/4 composée d'essences feuillues, donc feuillues des arbres qui perdent leurs feuilles. Elle est menacée, notamment le hêtre, qui est une essence menacée, mais qui a des caractéristiques mécaniques intéressantes. Et donc, du coup, nous, l'innovation de REI, ça a été de venir faire des poteaux en hêtre dans ce bâtiment-là, ce qui a permis aussi de développer une filière d'une essence qui est menacée, qui en 2050 aura disparu. Et quand on voit aujourd'hui la trajectoire pour réduire les émissions de carbone en France au niveau national, en fait, la forêt joue un rôle très très important, mais un bois qui est mort, c'est un bois qui relâche du carbone. Un bois d'œuvre stocké, donc lui trouver un débouché, c'est stocker du carbone et du coup rester dans cette dynamique-là. Et alors justement, la construction en bois, ça demande un savoir-faire particulier. Est-ce que vous trouvez les talents nécessaires à l'élaboration et à la construction de toutes les maisons et les immeubles que vous faites en bois? Alors oui, on trouve. Après, ça passe même par l'architecte. Hein. Exactement, et j'allais commencer par ça. On travaille avec des architectes qui sont de plus en plus soucieux de travailler avec des matériaux biosourcés et de travailler avec le bois, donc qui ont de très très belles références en France et à l'international. Donc ce sont les premiers acteurs avec qui on travaille. Et derrière, les entreprises, tout le monde s'y met en fait, puisque ça a du sens de faire ça de manière durable. C'est
modulaire, c'est modulable, donc il y a une réversibilité qui est possible. Aujourd'hui, quand on parle du changement d'usage, le bois et le système poteau-poutre permet cela. Et ça coûte plus cher quand même. Ça coûte un peu plus cher à construire. Il y a toujours. Ouais, voilà, mais on peut mettre un peu plus cher si c'est pour sauver la planète. C'est un peu l'argument, j'imagine, que vous défendez. Alors, pas vis-à-vis des acquéreurs particuliers qui achètent leur logement au prix du marché. Oui. Donc, en revanche, c'est quelque chose que nous, on assume en tant qu'entreprise. Et donc, on travaille à marge réduite pour justement compenser ce surcoût. D'accord, très bien. On va passer à la question de nos partenaires à présent. La question d'un étudiant de l'IFPAS pour commencer. L'IFPAS qui est leader dans la formation en assurance. Et c'est juste après le jingle. La question de l'IFPAS. Pour vous, Morgane Squarneck, c'est celle-ci. Vous l'avez choisie parmi plusieurs questions que l'IFPAS vous a proposées à travers l'hémicycle. La fin de l'abondance, la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, vous vous souvenez. Quelle est votre vision sur le monde de demain que nous sommes en train de construire pour les générations futures? Alors, vaste question. Déjà, je crois que ma génération, c'est une prise de conscience collective des limites planétaires. Là, vous êtes né avec cette prise de conscience. Alors, un peu moins que mes enfants. Oui. Je vois aujourd'hui mon fils, il n'a pas 9 ans et il se précipite pour ramasser tous les mégots de cigarettes en disant « Maman, ça pollue ». Il donne des leçons même. Donc, et ils donnent des leçons, ils sont sensibilisés vraiment depuis le berceau, ce qui n'était pas encore notre cas, en tout cas de ma génération. Mais il y a une prise de conscience collective des limites planétaires, du changement climatique et de l'impact et de la responsabilité de l'humain dans tout ça. Donc le défi est immense. Les scénarios de neutralité carbone, ils sont très ambitieux. Et plus on avance dans le temps, plus ça devient ambitieux. Et on a du mal à les tenir. Alors pour autant, moi, j'ai un côté optimiste qui fait que je refuse de céder au découragement. Voilà, je pense néanmoins que je crois beaucoup dans l'intelligence et l'énergie collective. Et je suis assez persuadée que ça pourra venir pas avec des mesurettes, mais qu'en fait, il va falloir à la fois une conviction politique, une volonté politique très forte, une mobilisation citoyenne significative et un rôle de pionnier, d'exemplarité de la part des entreprises via l'investissement, via la recherche et développement pour trouver justement ces solutions innovantes. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint REI Habitat en disant, ben voilà, on a la construction, le secteur de l'immobilier de la construction, c'est 25% des gaz à effet de serre. Ben voilà, on développe une proposition de valeur qui, en tout cas, a des externalités positives au niveau du carbone. Donc voilà, mais je pense vraiment que c'est l'ensemble des parties prenantes qui pourront faire avancer les choses. La question de Toscaloupe à présent, l'accélérateur de stratégie sociale, c'est tout de suite. La question de Toscaloupe, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous embarquez vos équipes dans vos engagements sociaux et sociétals? J'imagine que bon, c'est facile quand on fait des maisons en bois, mais comment vous le faites concrètement? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir effectivement au quotidien des équipes fantastiques, ultra engagées et mobilisées à mes côtés au quotidien. Pour autant, le secteur de la promotion immobilière, c'est un secteur qui est en crise depuis presque 3 ans maintenant. Donc il y a des questionnements, il faut rester motivé dans la tempête, et ça c'est tout le rôle d'un manager, et continuer de donner du sens. Donc pour embarquer les équipes, pour bien l'embarquer déjà, je pense qu'il faut fixer un cap clair, savoir tous où on va collectivement. Donc voilà, ce côté se mettre autour de la table et partager un objectif commun, je pense que c'est les fondations saines pour construire. Donc on embarque avec un capitaine qui donne le cap et qui donne une exigence claire sur ce qu'il attend. Et puis après, donc ça c'est au niveau collectif, et puis après au niveau individuel, voilà, moi je travaille vraiment avec des valeurs de respect, de confiance, d'écoute. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir s'épanouir des talents. J'adore travailler avec des gens
meilleurs, plus intelligents et plus sachants que moi. Et donc cette idée, voilà, tout en leur laissant la possibilité de s'épanouir, l'écoute et en même temps se dire voilà, que je suis là pour eux et leur apprendre une des choses dans lesquelles je me retrouve pas mal, c'est dans un monde quand même très incertain, très volatile, très imprévisible. Je pense qu'il y a besoin de résilience et de rebond. L'écologie peut faire aussi exactement. Payer les frais des économies actuelles. Hein, exact. Alors tout à fait. Ça c'est un gros risque. Ça c'est un gros risque, mais du coup voilà, de continuer à leur donner du sens et les aider à rebondir, à être agiles, à écrire de nouveaux chemins. En se disant que voilà, il ne faut pas rester dans le carcan de l'expérience passée, mais qu'il y a peut-être des nouvelles choses à inventer. Donc voilà, moi j'espère être force de proposition auprès de mes équipes pour les embarquer et les fédérer là-dessus. Merci beaucoup Morgane Skwarnek. Maintenant, on va passer à la question de l'hémicycle. Et cette fois, c'est vous qui allez peut-être poser des questions, interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent. La question de l'hémicycle, tout de suite. La question de l'hémicycle, c'est comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, vous pouvez dire ce que vous voulez. Un constat, un coup de gueule, une question, une mise en garde. C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes. Le secteur de la promotion immobilière et du logement traverse une crise sans précédent en France depuis maintenant 3 ans. C'est une crise avec des problématiques multiples, une crise de la quantité puisqu'il n'y a pas de stock assez suffisant, une crise de la qualité, puisqu'on estime à 4 millions le nombre de mal logés en France, on estime même jusqu'à 12 millions les personnes qui sont en situation de précarité vis-à-vis de leur logement. Et donc du coup, on a une inadéquation entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, alors que c'est un besoin basique de se loger, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, il est de plus en plus compliqué d'avoir un logement abordable, que ce soit de qualité, que ce soit à l'acquisition ou à la location. Donc le gouvernement semble s'être saisi du sujet dernièrement. Il y a eu plusieurs annonces, ça va dans la bonne direction, c'est une bonne chose. Et je pense notamment à la simplification des autorisations administratives et des changements d'usage en ce qui concerne la transformation de bureaux en logements, par exemple, qui est un énorme serpent de mer, puisqu'on a beaucoup de mètres carrés obsolètes de bureaux qui sont désormais vacants, et de l'autre côté, un besoin cruel de logement. Pour autant, ça ne suffit pas. Il faut aller au bout de l'exercice. Et nous, en tant qu'acteurs privés, on a des idées. Il faut absolument mettre en place de manière des mesures incitatives, qu'elles soient fiscales ou conventionnelles, pour réussir finalement à trouver cet équilibre et inventer de nouveaux modèles économiques pour que les choses puissent fonctionner et qu'on puisse réaligner les intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Et donc il faut des mesures, de la TVA réduite sur les travaux, des crédits d'impôt lorsqu'on propose du logement social, des droits à construire additionnels. Il faut revoir 100% la fiscalité locale pour du coup embarquer les élus dans les projets de construction. Il faut une fiscalité qui soit plus favorable au recyclage. Et donc tout ça doit être travaillé. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut, nous, professionnels de l'immobilier, on est à la disposition aussi des élus et du gouvernement pour travailler avec eux, pour apporter des solutions et dans une démarche de partenariat public-privé avec des vraies alliances, l'intelligence collective encore et toujours. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous parliez d'intelligence. L'intelligence artificielle aussi apporte des solutions pour construire durable, très court. Est-ce que vous intégrez ces solutions-là ou je pense qu'on est tous obligés de l'intégrer. Ça devrait faciliter beaucoup de choses. On travaille sur des projets très complexes avec beaucoup de réglementations, beaucoup de juridiques. Voilà, pour être. Donc le premier travail qui doit être fait avec l'intelligence artificielle, c'est voir comment est-ce qu'on peut être accompagné pour automatiser, simplifier, optimiser au maximum le temps passé des gens, des collaborateurs. On n'en avait pas parlé, d'où ma question. Merci beaucoup Morgane Skwarnek, merci d'avoir participé à Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.